Bonjour à tous, bonne année à tous. Donc nous allons continuer nos cours de l'an dernier sur la dynamique du gaz autour des trous noirs. Alors le gros problème, comme vous voyez sur ce dessin symbolisé par ce cartoon, pour alimenter un trou noir qui va devenir actif, c'est justement le fait que le trou noir est tout petit par rapport à la galaxie et que pour rayonner l'immense énergie qui va être rayonnée, il va falloir qu'il mange une grande partie du gaz de la galaxie. Donc au moins, peut-être pas toute la galaxie jusqu'à 10 kg par sec, mais au moins 2 ou 3 kg par sec. Et ce gaz de la galaxie n'est pas tout près. Il va falloir des centaines de millions d'années avant de parvenir à la bouche du monstre ici. Et puis surtout, il pourrait encore y arriver s'il était en ligne droite, mais le gaz est en train de tourner autour du trou noir dans la galaxie, et donc il y a un moment cinétique, un moment angulaire. Donc c'est ça le gros problème, c'est comment échanger le moment angulaire qui est conservé, mais qui doit s'évacuer pour que le gaz puisse arriver au centre. Donc c'est là que va être le problème de l'alimentation des trous noirs. Donc pour donner des ordres de grandeur, un quasar très actif, parmi les plus actifs, donc on a déjà vu qu'il va rayonner comme 100 à 1000 fois le rayonnement d'une galaxie, c'est-à-dire 10 puissance 13 luminosité solaire, ou si vous le voulez en watts, c'est 10 puissance 39 watts, où on parle souvent d'une énergie qui n'est pas standard en astronomie, qui sont les ergs par seconde, donc 10 puissance 46 ergs par seconde, pour donner un ordre de grandeur. Alors, si on sait que l'efficacité de rayonnement, de transformation de l'énergie de masse, c'est-à-dire MC2, en énergie lumineuse, est à peu près 10% au maximum, donc la luminosité sera donc l'énergie, l'apport de masse, dm sur dt, la création de masse, C2, et ce fameux rapport epsilon d'efficacité. Donc pour qu'un quasar puisse rayonner autant qu'on observe, c'est-à-dire 10 puissance 13 luminosité solaire, il faut, quand on remet tout ça en chiffres, pour une luminosité de maximum ici, on a à peu près 2 masses solaires par an. Il faut avoler 2 masses solaires par an. Donc ça, c'est énorme, puisque le temps d'activité, comme on l'a déjà vu, était de l'ordre de 100 millions d'années. Un trou noir émet comme ça des périodes d'activité. Le plus souvent, il n'est pas actif, mais lorsqu'il est actif, ça va durer de l'ordre de 100 millions d'années. Donc vous voyez que si je multiplie ces deux-là, il faut qu'on mange dans une période d'activité 2 puissance 8, c'est-à-dire 200 millions de masse solaire. Et donc ça, c'est une fraction non négligeable de la masse de gaz d'une galaxie. Par exemple, dans la Voie lactée, on a à peu près 2 puissance 9 masse moléculaire. Donc ici, on a à peu près 10%. Donc ça va prendre toutes les 3 kg par sec du centre de la galaxie pour faire cette période d'activité. Donc en combien de temps va-t-on pouvoir faire perdre le moment angulaire, c'est-à-dire la rotation de ce gaz qui, pour donner des ordres de grandeur, on a à peu près la dernière orbite stable, c'est-à-dire lorsqu'il est vraiment presque accrété sur le trou noir, c'est 2 puissance 24 dans une certaine unité. Et lorsqu'on est à 3 kg par sec, ce sera 5 ordres de grandeur supérieurs. Donc c'est ça le gros problème, comment faire perdre le moment angulaire de la galaxie jusqu'au trou noir. Il y a de grandes gammes d'échelles et c'est ça le grand problème. Alors pour échanger le moment angulaire, pour faire transformer ce moment angulaire, la dérivée du moment angulaire, c'est un couple de torsion, tau, c'est-à-dire le couple de la force tangentielle qu'on aurait sur un disque, par exemple le disque de la galaxie, ici, qu'on a symbolisé par ce petit schéma. Donc vous avez au rayon R une vitesse v. Le moment RV, c'est justement le moment cinétique ou le moment angulaire. Et puis la dérivée, donc l'échange de ce moment angulaire, va être dû à le moment de la force. Alors si le disque était axissymétrique, il n'y aurait qu'une force d'attraction radiale, donc aucun torque, enfin aucun couple de torsion ici. Il faut absolument qu'il y ait une force tangentielle. Alors pour qu'il y ait une force tangentielle, il faut de l'asymétrie, donc quelque chose qui est perturbé. Alors c'est vrai qu'on a vu déjà dans les séances précédentes que très souvent les quasars étaient observés dans des galaxies perturbées. Par exemple, des galaxies en interaction, vous avez des queues de marée, des boucles, etc. Mais parfois non. Donc on n'a pas du tout une correspondance 1 pour 1 entre les perturbations et puis la période d'activité du trou noir. Alors ça peut se comprendre puisque les échelles concernées sont complètement différentes. Pour le trou noir, vous avez des échelles de 10 millions d'années, 100 millions d'années tout au plus. Et puis lorsqu'on va très loin dans la galaxie, jusqu'à 10 kg par sec, le temps de faire 2 rotations, 2 tours, c'est plutôt 1 milliard d'années.
Donc c'est normal qu'on n'arrive pas à faire des correspondances puisque l'activité est déjà terminée lorsqu'on a une perturbation, par exemple. Donc c'est ce grand problème de gamme d'échelle, de temps, qui fait qu'on n'arrive pas à cerner quel est le coupable dans la perturbation qui va donner lieu à ces couples. Alors, dans les processus dynamiques, il y a plusieurs hypothèses, je vais en décrire quelques-uns, quelques mécanismes qui permettent d'expliquer quand et pourquoi le gaz va tomber sur le trou noir. Et on va essayer, alors évidemment, on connaît les perturbations de la galaxie jusqu'à 1 kg par sec, 100 par sec. Dès qu'on va s'approcher du trou noir, on n'aura plus assez de résolution spatiale pour voir si c'est vraiment ça, donc il va falloir faire des simulations numériques. Et donc, c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, par exemple, nous avons ici une petite galaxie spirale barrée, où vous avez des bras spiraux et une barre. Et les zooms successifs, ici, qui montrent le centre, montrent que parfois le gaz est bien dans la barre, ici, dans les bras spiraux, et puis parfois, on s'arrête dans un anneau. On n'a pas du tout réussi à alimenter le trou noir qui est au centre. Pourquoi? Alors là, on va essayer de comprendre. Ici, on a parfois, comme dans notre voisine Andromède, on a quelque chose qui est complètement décentré. Il est possible que cette perturbation soit une des solutions à l'existence d'un couple et du moment angulaire qui est échangé, ou alors de la turbulence, de la viscosité. Donc tout ceci va nous aider à comprendre comment on va pouvoir alimenter ce noyau. Alors justement, pour la formation des barres, qui sont une perturbation, qui est un très bon candidat pour essayer d'alimenter les noyaux, comment se forment ces barres? Ici, vous avez une petite simulation numérique en plusieurs époques, les étoiles en haut et le gaz en bas. Alors pourquoi on a séparé? En fait, ils sont bien sûr ensemble dans la simulation, mais le gaz est un composant très froid. Froid, ça veut dire qu'il est composé de petits nuages qui ont une petite dispersion de vitesse entre eux, assez faible, puisque les nuages entrent en collision, et à chaque fois qu'ils rentrent en collision, ils rayonnent leur énergie supplémentaire, donc ils se refroidissent sans arrêt. Alors que les étoiles, lorsqu'elles sont perturbées, elles chauffent, et les étoiles sont sans collision, donc complètement non dissipatifs, et une fois que vous avez des perturbations, vous n'avez pas du tout la même structure dans les étoiles et le gaz. Donc ce que vous voyez dans les époques suivantes, ici on a les étoiles forment une barre, alors vous voyez qu'on a un disque au départ qui est complètement axisymétrique et qui, par instabilité gravitationnelle spontanée, il n'y a aucun mécanisme externe, uniquement interne, on a un état d'énergie minimum qui sera celui d'une barre, qui est une onde qui va se développer. On va voir une petite animation pour voir un petit peu comment se développe cette onde. Et puis dans le gaz, on voit que le gaz étant plus froid, il suit beaucoup mieux les bras spiraux, qu'on voit là. Et puis on voit qu'il y a des anneaux, et c'est ce qu'on avait vu dans l'observation précédente. Le gaz est bien ramené vers le centre, à quelque chose qui est à peu près de 100 parsec, mais il ne va pas arriver jusqu'au noyau. Alors là, c'est encore un problème. Comment on va pouvoir franchir cette barrière et arriver à alimenter vraiment le trou noir au centre? Alors ici, voici une petite animation. Vous avez les étoiles à gauche et le gaz à droite. Vous voyez qu'on est parti d'un disque tout à fait homogène, et la seule force qui est représentée ici dans les étoiles, c'est la gravité. Donc c'est un problème à n-corps, où les n-corps interagissent entre eux. Et puis le gaz, par contre, a non seulement la gravité, les n-corps, mais aussi des collisions entre les nuages de gaz qui font que la dispersion de vitesse est plus petite et se refroidit sans cesse. Donc on peut suivre beaucoup mieux les phénomènes de résonance, comme le phénomène de l'anneau qu'on va expliquer ici. Donc l'anneau qui va nous empêcher, provisoirement en tout cas, d'alimenter le noyau. Mais vous voyez que le gaz, de par sa distribution homogène au départ, a quand même été amené vers le centre et prêt pour alimenter le noyau. Alors pour savoir pourquoi on a ces anneaux qui empêchent l'alimentation du trou noir, il faut connaître un tout petit peu les orbites des étoiles et du gaz dans une galaxie. Alors ici, voici simplifié. On a d'abord le mouvement principal qui est un mouvement de rotation. On a un disque en rotation. On a une rotation qu'on a choisie ici dans le sens direct, c'est-à-dire inverse des aiguilles d'une montre. Et normalement, à l'instant, enfin à l'ordre zéro, nous avons un cercle. Et puis, évidemment, le cercle, ce serait beaucoup trop froid, beaucoup trop ordonné. On a une petite dispersion de vitesse. Donc, une petite excursion autour de ce cercle, c'est ce qu'on appelle épicycle, ce que vous voyez ici, des petites excursions. Et ces petites oscillations sont parcourues avec une fréquence qu'on appelle kappa, fréquence des épicycles ou fréquence épicyclique. Donc, c'est une approximation qu'on appelle l'approximation épicyclique. Et donc, vous voyez que dans une galaxie, on a ces fréquences-là qu'on peut calculer aisément. Alors ici, on a représenté
simplification d'une courbe de rotation d'une galaxie. Vous avez la vitesse v, qui normalement est un peu comme un corps solide, c'est-à-dire monte régulièrement au centre, et puis ensuite est plate. Ça, c'est le fameux problème de la matière noire. On n'en dira pas plus aujourd'hui. Et lorsqu'on calcule oméga, oméga c'est juste v sur r, donc vous voyez que c'est constant ici et puis en 1 sur r. Et puis kappa, c'est un petit peu 2 oméga au début et puis racine de 2 oméga à la fin. Donc kappa, ce qu'il faut retenir de ces calculs, simplement que c'est en gros plus grand qu'oméga, mais c'est du même ordre qu'oméga, 2 fois ou racine de 2. Donc il va y avoir des résonances lorsqu'on aura par exemple un tour. Vous voyez qu'ici on a une orbite résonante, puisqu'il y a 2 épicycles pour un tour. Ici, on voit qu'on a un maximum, un minimum, un maximum, un minimum. Donc, on a bien fait 2 oscillations autour de rayon. Et donc, ça fait kappa égale 2 oméga. On est vraiment dans ce secteur-là. Donc, en fait, quand on se met dans un référentiel de la perturbation, on a vu que dans la petite animation qu'il y avait une barre. La barre est à une vitesse à peu près constante du centre au bord. Ce n'est pas du tout comme la rotation différentielle des particules. Alors, quand on se met dans le référentiel de la barre, de la perturbation, toutes les particules vont tourner à oméga moins oméga b, la fréquence de la perturbation. Et donc, dans ce référentiel-là, on pourra toujours trouver une orbite qui résonne, c'est-à-dire où le kappa égale 2 fois cette fréquence-là, c'est-à-dire qu'on aura une ellipse. Et c'est ça la fréquence la plus probable pour une galaxie spirale, c'est qu'on a une trajectoire qui est un peu allongée, une ellipse, avec 2 épicycles par tour. Alors, on en a 2, on peut appeler ça une résonance interne, où on a un signe plus, kappa égale 2 fois cette fréquence. Et puis, à l'extérieur de la galaxie, on a le signe moins qui s'applique. Et donc, on peut regarder ce que ça donne sur les orbites. On a ici une représentation de ces orbites dans le référentiel d'une perturbation, la barre, qui est par exemple horizontale. Donc, les orbites vont être allongées le long de la barre ici. Et elles vont avoir cette résonance qu'on appelle résonance de Lindblad, qui était un des premiers astronomes à l'avoir trouvée. Et on l'appelle résonance interne, ou inner Lindblad resonance, d'où le nom d'ILR. Et puis, à l'extérieur, on a cette orbite allongée aussi, mais qui tourne dans l'autre sens, puisque au milieu, on va avoir une corotation. Alors, corotation, ça veut dire que oméga égale oméga b. Donc, dans le référentiel de la barre, la particule ne fait qu'un petit épicycle, et puis c'est tout, elle ne fait aucun tour. Donc, on a une corotation. Et au-delà, alors vous voyez ici la fréquence oméga en fonction du rayon. On a oméga en 1 sur r à peu près, si on a une courbe de rotation plate. Et puis, on a tracé oméga moins kappa sur 2 et plus kappa sur 2 pour savoir où est-ce qu'on a ces résonances. Alors, la corotation va être au milieu de la galaxie, c'est pour ça qu'on a cette petite épicycle. Et puis, à l'intérieur, vous voyez que si la barre tourne à oméga constant, les particules tournent toujours plus vite que la barre au centre, et puis à l'extérieur, moins vite. Ce qui fait que cette orbite est parcourue dans l'autre sens. Ici dans le bon sens et ici dans l'autre sens. Donc, voici un petit peu les résonances. Alors, quelle est l'importance de ces résonances et pourquoi ça va expliquer la présence d'anneaux dans le gaz? Alors, il y a aussi un autre point que j'aimerais développer. Comment ces ondes vont perturber la galaxie et vont persister en fait dans le disque. Vous avez vu que dans la simulation, ces ondes, on pouvait durer un temps de Hubble et on avait toujours les mêmes ondes. On sait que les ondes, quand même, génèrent des chocs dans le composant gazeux et donc peu à peu s'amortissent. Donc, s'il n'y avait pas une amplification pour maintenir ces ondes en vie, on aurait un amortissement très rapide de ces ondes et on ne les verrait pas. Donc, pour qu'on puisse voir les spirales et les barres dans la galaxie, il faut un amplificateur. Et cet amplificateur, c'est celui de la corotation. Alors, que se passe-t-il? En fait, vous avez en fonction du rayon une onde qui se déplace avec le temps, qui se déplace, on l'a symbolisée par une petite sinusoïde. Elle va se réfléchir au centre. Et lorsqu'elle arrive à la corotation, vous pouvez avoir soit une transmission, soit une réflexion. Donc, vous voyez, cette onde, elle va être transmise. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'onde a une énergie négative à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle tourne moins vite que les particules, on a vu. Et puis, à l'extérieur, elle va changer de signe, elle va avoir une énergie positive. Elle tourne plus vite que les particules. Donc, si on veut avoir la conservation de l'énergie à ce point de transfert entre onde réfléchie et onde transmise, s'il y a une onde positive qui s'en va, l'onde négative va être de plus en plus négative. Donc, son amplitude va être amplifiée. Donc, c'est ça l'amplificateur de la corotation. Vous avez une onde qui arrive avec une certaine amplitude, qui est l'amplitude de la sinusoïde, et lorsqu'elle repart, elle repart avec une amplitude plus grande, et peu à peu, après plusieurs réflexions, vous avez une façon d'amplifier ces ondes. Donc ça, c'est un mécanisme qui marche dans beaucoup de galaxies spirales.
ces ondes-là, ce sont des ondes de densité. Pour expliquer exactement ce que c'est, vous avez ce petit schéma qui vous montre un petit peu la comparaison entre les orbites des particules. Vous voyez que les orbites des particules sont des ellipses. Vous pouvez en suivre une, par exemple, ici. Et puis, l'onde que vous voyez, l'onde spirale, ce n'est qu'une onde de densité, c'est-à-dire que c'est une onde où toutes les orbites se rassemblent. Vous avez un embouteillage, si vous voulez, d'orbites ici. On voit bien pourquoi, c'est que toutes les orbites ont été un petit peu changées en angle, elles précessent comme ceci, et lorsque vous avez un embouteillage ici, vous avez une onde de densité. Donc les particules, les étoiles, le gaz vont parcourir un certain parcours ici où on est un petit peu à l'aise, disons, il n'y a pas beaucoup de densité, puis ensuite vont rentrer dans le bras spiral. Alors l'effet premier, c'est aussi de comprimer le gaz lorsque vous avez beaucoup de densité, et c'est là que se forment les étoiles, parce que le gaz comprimé va s'effondrer et former des étoiles. Et c'est pour ça que les spirales, qui sont une très faible onde de densité, en fait, sont très visibles. Lorsque vous voyez une photo de galaxie, vous savez que les bras spiraux sont la première chose que vous voyez, tout simplement parce que les étoiles jeunes et brillantes se forment là, dans les bras. Donc vous voyez que vous pouvez faire une grande variété de ces ondes-là. Et donc la compression du gaz va avoir lieu dans ces ondes, et on peut voir que par rapport aux étoiles qui, elles, n'ont pas de collision, les étoiles sont parallèles à la barre ou perpendiculaires, le gaz peut avoir toutes les orientations puisqu'il y a des chocs entre les différentes orbites de gaz. Donc c'est ce petit schéma qui vous permet de comprendre pourquoi vous allez avoir un couple qui va s'exercer sur le gaz dû à cette perturbation barrée et spirale. Par exemple, ici, on a une barre qui est parallèle à l'axe des X, donc horizontale, et on a une orbite qui symbolise la barre, si vous voulez, et qui est la corotation. Alors, à l'extérieur de la corotation, on a des bras spiraux, qu'on a vu le schéma précédent, qui sont dans ce cadran-là. Alors, pour savoir quelle est la force qu'exerce la barre sur le gaz, il suffit de savoir que la barre, c'est un puits de potentiel, donc la force va avoir tendance à précipiter le gaz vers la barre, qui est horizontale. Donc, la force tangentielle est de ce côté-là, vous avez les deux forces symétriques, et vous voyez bien que vous avez un couple de torsion qui va être positif si la rotation de la galaxie est dans ce sens. Le couple est dans le même sens, donc positif. Que va-t-il se passer? Eh bien, le gaz va gagner du moment angulaire et va sortir, en fait. Donc, vous avez l'effet contraire que vous voulez. Vous allez sortir le gaz et vous allez l'amener à la résonance externe de Lindblad, qui va être un anneau externe. Par contre, si vous êtes à l'intérieur de la corotation, c'est là que ça devient intéressant, vous avez le bras spiral qui est dans l'autre cadran. Donc, les forces tangentielles sont, cette fois-ci, dans l'autre sens. Vous avez un couple négatif. Et tout le gaz va être apporté vers le centre, vers le trou noir, et c'est ça qui va alimenter le trou noir. Alors vous allez me dire, bon, ici, de ce côté-là, vous aurez la même force vers ici, c'est-à-dire que si le gaz était symétrique, avait une distribution symétrique sur toute la galaxie, en moyenne sur un rayon, ça vous donnerait un couple nul. Et c'est vrai, si le gaz avait une distribution axisymétrique, vous n'auriez aucun couple. Mais là, ce qui est le point essentiel, c'est que vous avez une accumulation de densité dans les bras. Et donc, ce qui gagne, c'est le couple positif ici, le couple négatif là. Donc, c'est avec ça que vous pouvez comprendre pourquoi vous avez un échange de moment angulaire, qu'il faut précipiter le gaz près du trou noir, en tout cas, peut-être pas jusqu'au trou noir, mais près du trou noir. Donc, ici, vous avez une simulation numérique de cette formation au centre. Et vous voyez que les nuages de gaz, qui sont tous symbolisés par des petits cercles, selon leur taille et leur masse, ils s'accumulent à cette résonance. Dans cette résonance, les couples est nul parce que vous avez un anneau qui est à peu près symétrique par rapport à la barre. Donc, c'est un piège, en fait. Vous allez accumuler tout le gaz ici. De même, à l'extérieur, on avait un couple positif. On va accumuler le gaz à la résonance externe. Et c'est en effet ce qui se passe dans les galaxies que vous observez. Vous avez, par exemple, 3 galaxies qui sont des photos ici. Alors, ici, c'est une photo de couleur, c'est-à-dire un rapport de la bande B bleu moins I, la bande rouge. Donc en couleur, on voit beaucoup mieux les contrastes. Pourquoi? Parce que le gaz s'accumule dans les anneaux. Donc le gaz forme des étoiles, les étoiles sont bleues. Donc le bleu moins rouge, enfin en magnitude, c'est-à-dire le rapport du bleu par rapport au rouge, vous donne un contraste qui fait apparaître les anneaux beaucoup mieux. Ici, vous avez un anneau nucléaire, un anneau autour de la barre et un anneau externe à la résonance externe de Lindblad. Ce qui est bien représenté par les simulations numériques. On voit les 3 anneaux ici, ici aussi. Ici, vous n'avez pas une photo couleur, mais une photo de magnitude directe, donc l'amplitude des étoiles vieilles en proche infrarouge. Et tout ceci est donc
une simulation qui conforte l'idée qu'on se fait des résonances, des anneaux et des coupes de torsion qui permettent d'échanger le moment angulaire. Alors, est-ce qu'on va faire apparaître maintenant du gaz à l'intérieur de l'anneau? Alors oui, il s'agit maintenant d'aller plus loin, c'est-à-dire de passer la barrière de l'anneau et d'avoir un couple qui va agir sur le gaz et aller vers le centre. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait parfois des barres emboîtées. Donc il y a une grande barre qui va s'arrêter à l'anneau, mais ensuite, comme vous le voyez ici, par exemple, des contours qui soulignent la grande barre, et vous avez aussi quelque chose qui semble aligné de façon perpendiculaire, donc une barre nucléaire qui est à l'intérieur de la grande barre, donc une barre emboîtée qui va prolonger l'action de la grande barre pour amener le gaz vers le centre. Alors ça, ce sont des images qui sont observées depuis très longtemps, mais on a compris seulement avec des simulations numériques comment se formaient ces petites barres. Alors parfois, évidemment, on ne la voit pas si la barre est parallèle, la petite barre est parallèle à la grande barre, elle ne se voit pas, mais elle se voit lorsqu'elle a un angle. Ici, on voit très bien qu'elle a un angle différent. Donc ce sont ces petites barres qui vont prolonger. Donc ça va agir en cascade en quelque sorte. Donc on va avoir une deuxième barre qui va produire d'autres couples à plus petite échelle qui va permettre d'alimenter ce trou noir. Ici, vous avez un cas aussi caractéristique, une grande barre avec le centre très brillant et qui est complètement surexposé. Et puis, lorsque vous faites un zoom, vous voyez que l'étoile de la galaxie là, vous donne l'échelle un petit peu. Un zoom avec une optique adaptative ou bien alors avec le télescope spatial qui permet d'aller au-delà d'une seconde d'arc jusqu'à 0,1 arc seconde. Et vous voyez que vous avez une deuxième barre à l'intérieur qui n'a pas la même orientation que la grande barre. Donc, c'est ces barres successives qui vont vraiment prolonger l'action de la grande. Ici, vous avez un autre cas aussi assez joli. Vous avez une galaxie spirale barrée et vous avez un zoom dans le carré blanc. Là, le petit carré blanc, c'est ce carré-là. Donc, toute cette image est à l'intérieur du petit carré. Vous voyez que vous avez un anneau bleu avec des zones ionisées qui sont roses parce que c'est l'arrêt de H-alpha qui est dans le rouge à peu près. Et bleu, ce sont les étoiles jeunes qui sont plus bleues, les étoiles O et B. Vous comparez cette population jeune d'étoiles avec la population vieille ici, vous avez une population totalement différente. Ici, vous avez pas mal de poussière et de luminosité, mais vous voyez en infrarouge proche, lorsque vous pouvez passer au travers de la poussière, vous avez une petite barre nucléaire qui est à l'intérieur de l'anneau. Donc en général, on a compris par des simulations numériques, lorsqu'on avait assez de résolution spatiale pour arriver au centre et assez de particules, parce que des premières simulations n'avaient pas assez de particules pour ensuite explorer le centre, mais on arrive à montrer que lorsqu'on a beaucoup de gaz aussi, le gaz donc, va d'abord être précipité vers le centre par la première barre, et ensuite, le fait de faire arriver de la masse au centre va faire remonter la vitesse de rotation, il y a plus de masse, donc va faire remonter oméga, et tout d'un coup, le centre va se découpler de l'extérieur. Il ne va plus tourner à la même vitesse, il va tourner beaucoup plus vite. On va avoir du mal à avoir une seule onde qui va tourner à la même vitesse du centre au bord. On va avoir un découplage, et c'est ce découplage que l'on voit dans les simulations. La petite barre tourne beaucoup plus vite que la grande barre. Et il faut aussi éviter qu'il y ait deux barres et deux vitesses, donc deux chaos. En général, il y a une résonance en commun entre les deux barres, comme on va le voir. Alors ici, voici une des premières simulations qui a montré ceci. Vous voyez plusieurs époques d'une simulation avec une grande barre et une petite barre. Donc, parfois, la petite est alignée et parfois, elle est complètement perpendiculaire. Donc, quand elle est alignée, vous ne voyez pas, mais elle n'est pas du tout à la même orientation à chaque époque. Donc, on voit bien que la petite tourne plus vite. On va la voir dans une petite animation. Et le gaz dans ce secteur montre très bien qu'il suit la petite barre nucléaire qui est à l'intérieur de la grande barre. Donc ça, les simulations ont bien montré que le découplage était possible pour former une seconde barre nucléaire. Ici, vous avez la même chose en couleur, donc les étoiles et le gaz. Vous voyez une première barre ici et la deuxième qui est perpendiculaire au centre. Et le gaz suit cette barre perpendiculaire ici avec un anneau et puis une petite barre à l'intérieur. On voit ceci très clairement, beaucoup plus facilement avec le gaz, car le gaz étant froid suit les dessins beaucoup plus... Alors ici, on a un petit film qui montre la petite barre et la grande barre. Vous avez une vue de face et une vue de tranche, et ici un zoom. Donc c'est surtout ici que l'on voit bien la petite barre qui tourne très vite par rapport à la grande barre qui tourne très lentement. Celle-ci a fait déjà un tour lorsque l'autre a fait même pas un quart de tour. Donc vous voyez que la petite barre tourne
plus vite, elle s'est découplée de la grande barre et elle tourne à une vitesse complètement différente. Alors le fait qu'il y ait plusieurs ondes qui tournent à des vitesses différentes dans la galaxie, c'est connu. Très souvent aussi, la spirale tourne à une vitesse différente de la barre. Alors, on pourrait se dire comment est-ce possible, puisqu'on a toujours l'impression dans une galaxie spirale barrée que la spirale sort de la barre. Et en fait, c'est un peu une illusion d'optique, c'est-à-dire que vous voyez ici des époques différentes. La spirale ne va pas à la même vitesse que la barre. On voit bien qu'elle tourne plus vite, mais qu'elle ne va pas se joindre avec le même bras. Ici, vous avez une coupure, et parfois on voit des spirales comme ceci. Il y a un clash, et tout d'un coup, on va rejoindre avec le bras suivant. Donc vous voyez que la spirale tourne vraiment à une vitesse plus faible que la barre qui tourne plus vite et qui va rejoindre un bras, puis l'autre, puis un autre bras, etc. Mais la plupart du temps, vous avez l'impression que le bras sort de la barre et qu'il tourne à la même vitesse. Et en fait, ce n'est vraiment qu'une illusion. Donc on peut très bien avoir plusieurs ondes qui tournent à des vitesses différentes. Et ceci nous arrange beaucoup puisqu'on va avoir besoin de quelque chose qui tourne très très vite pour suivre l'évolution de l'AGN et avoir des échelles de temps de 100 millions d'années et de 10 millions d'années. Alors revenons à l'alimentation des noyaux actifs. Donc ces barres sont un moyen de faire tomber le gaz, mais en palier. Vous avez d'abord une grande barre qui va faire arriver le gaz dans un anneau, et puis ensuite une petite barre va se découpler qui va prendre le gaz à cet endroit-là et va l'amener encore plus loin, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir 2 ou 3 étapes comme ceci, jusqu'à ce que vous arrivez vers le trou noir où l'influence du trou noir va emporter tout le gaz et vous n'avez plus aucun problème. Donc, que va-t-il se passer exactement lorsqu'on est près du trou noir? Eh bien, on peut le symboliser par ce petit schéma aussi. Donc ici, vous avez les mêmes orbites qu'on a dessinées tout à l'heure, avec la barre qui est constante et horizontale. Donc les orbites des étoiles qui sont parallèles à la barre au centre, autour de la première résonance. Ici, vous avez la corotation, vous avez un épicycle tout seul. Et puis la résonance externe, où vous avez quelque chose qui est un peu perpendiculaire à la barre, mais qui tourne dans l'autre sens. Ici, on tourne dans le sens direct et ici, rétrograde. Alors ça, c'est pour les étoiles qui n'ont pas de collision et qui sont toujours parallèles ou perpendiculaires à la barre. Et lorsque vous avez le gaz, vous avez ces orbites allongées qui vont s'orienter progressivement et former ces bras spiraux qu'on a vus tout à l'heure, qui sont les encombrements de ces orbites. Alors que va-t-il se passer au centre? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que soit vous êtes sous l'influence du trou noir. Alors le trou noir a un potentiel keplérien très massif qui va donner un potentiel en 1 sur R et qui va donner une grande vitesse angulaire oméga au centre, alors que si vous n'avez pas de trou noir, la vitesse va retomber. Alors de deux façons, on sait qu'il y a un trou noir dans chaque galaxie, mais si vous êtes assez loin, vous n'êtes pas sous l'influence du trou noir, donc vous êtes sous l'influence du bulbe et la vitesse retombe. C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de trou noir en quelque sorte, vous n'avez pas encore ressenti son influence. Donc à ce moment-là, on peut montrer que le sens d'enroulement des bras va être contraire au sens naturel, qui est le sens traînant. Dans le sens naturel, ça veut dire que toute la matière tourne et rentre par le sens concave des bras spiraux. En général, c'est toujours comme ça qu'il se produit dans une galaxie spirale. Par contre, vous avez le sens contraire lorsque vous n'avez pas de trou noir, parce que oméga va redescendre. Si vous êtes sous l'influence du trou noir, le trou noir est assez massif, vous êtes plus près du trou noir, à ce moment-là, vous avez l'autre sens, c'est-à-dire le sens traînant. Et à ce moment-là, le couple va changer de sens. On avait vu tout à l'heure que le couple était positif ou négatif selon que le bras spiral était dans un cadran ou dans l'autre. Ici, vous voyez que vous avez changé de cadran. Donc ici, on aura un couple positif, c'est-à-dire que si on n'est pas sous l'influence du trou noir, le couple va être positif et le gaz ne va pas être précipité vers le centre. Donc le trou noir ne va pas être alimenté. Par contre, si vous êtes sous l'influence du trou noir, en effet, le gaz va être alimenté, enfin le gaz va alimenter le trou noir. Donc en fait, il y a une barrière à passer. Il faudrait trouver assez de barres secondaires pour arriver très près du trou noir, et après, le tour est joué, le trou noir prend le dessus et s'alimente lui-même, en quelque sorte. Alors, quels sont encore d'autres mécanismes qui pourraient faire passer cette barrière, d'aller vers l'anneau où on a accumulé tout le gaz et jusqu'au centre, où on est dominé par le trou noir? Ça pourrait être aussi des instabilités, comme les instabilités d'ordre 1. Alors, quand je dis m égale 1, ça veut dire qu'on a décomposé en transformé de Fourier le potentiel ou bien la densité et qu'on a trouvé une symétrie à un bras par exemple, m égale 1,
où la barre c'était m égale 2, vous avez 2 perturbations de chaque côté. Donc en général c'est les premières, m égale 1, m égale 2. Si vous aviez 3 barres, vous aurez m égale 3, mais en fait en général c'est très peu probable. Donc vous voyez que m égale 1, ça veut dire que vous avez un bras qui est beaucoup plus gros que l'autre, par exemple. Vous avez toujours superposition de m égale 1, m égale 2. Donc ici, vous avez un exemple de galaxie qui est complètement décentrée. Vous avez un bras plus grand que l'autre. Vous avez le centre qui n'est pas au centre, mais qui est un petit peu décentré, comme ceci. Tout ça, ce sont des manifestations d'une asymétrie d'ordre 1. Et cette asymétrie d'ordre 1 va aussi produire des couples qui vont aider à faire arriver le gaz vers le centre. Donc ces asymétries sont observées dans la moitié des cas, en fait. Elles sont observées soit à l'extérieur des galaxies, soit à l'intérieur. Pour le trou noir, c'est l'intérieur qui nous intéresse. Pour l'extérieur, la matière noire est aussi caractérisée par ces asymétries. Vous voyez par exemple le cas de 1601, qui est une galaxie proche. Le centre est ici. Vous voyez que cette partie de la galaxie est beaucoup plus étendue. On voit bien qu'elle est complètement décentrée et asymétrique. Il y a aussi des bulles ici qui sont dues aux formations d'étoiles. Et évidemment, un compagnon, on pourrait dire, bon, c'est une galaxie qui est en interaction. Ici, ce n'est pas le cas du tout, elle est isolée, donc, ou elle a de tout petits compagnons, mais pas capable de faire ceci. Donc, il y a sans doute une onde qui va se développer de façon interne, et sans doute une amplification aussi qui va produire ces asymétries. Alors, quelles sont-elles? Les mécanismes possibles, surtout lorsqu'on est très près du trou noir, ça c'est très intéressant, c'est que le potentiel devient keplérien. Alors keplérien, ça veut dire qu'on a une masse ponctuelle, par exemple le Soleil qui domine le système solaire, et puis toutes les trajectoires sont, comme celle de Kepler, des ellipses dans lesquelles le point central, par exemple le Soleil dans le cas du système solaire, est dans un des foyers, et non pas au centre. Dans une galaxie symétrique, lorsqu'on a vu une barre, les orbites étaient des ellipses, mais le centre de l'ellipse, c'était le centre de la galaxie, ce n'était pas le foyer. Ici, on arrive à une asymétrie, à un potentiel keplérien. Ce n'est pas du tout pareil qu'un bulbe de galaxie, parce que c'est ponctuel. Un bulbe de galaxie n'est pas ponctuel. Et lorsque vous êtes très près du trou noir, vous avez donc un potentiel keplérien. Et donc, ce qui va arriver, c'est que le centre de la galaxie va être le foyer de l'ellipse. Et donc, vous avez décentré votre ellipse. Donc, vous avez vraiment... Le décentrement est inscrit dans l'existence du trou noir. Donc, il est très naturel de penser que vous ayez des m égale 1 au centre des galaxies qui ont un trou noir. Donc oméga égale kappa. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune asymétrie, vous avez quelque chose de symétrie sphérique et toutes les fréquences d'oscillation sont égales dans tous les sens, ce qui n'était pas le cas lorsque vous avez un disque. Donc est-ce que ces instabilités vont se développer? Oui, en fait, on a beaucoup d'astronomes ont calculé cette instabilité. Même si vous êtes presque keplérien et pas tout à fait keplérien, vous pouvez faire le calcul et montrer que vous avez une instabilité à m égale 1, c'est-à-dire un bras. Vous voyez que vous avez un seul bras ici, et dans les calculs, vous avez un bras ici, qui s'amplifie, en effet. Alors l'amplificateur, il y en a deux cette fois-ci. Il y a aussi l'amplificateur de la corrotation, dont on a développé le principe. Le principe était que l'onde avait une énergie positive à l'extérieur, puisqu'elle tourne plus vite, et négative à l'intérieur, elle tourne moins vite que la matière. Donc ça, c'est toujours le même amplificateur. On le compare toujours à un quasar ou un laser. Pourquoi? Parce que ce sont des ondes qui se réfléchissent comme dans une cavité et qui s'amplifient à chaque réflexion. Donc ici, ce serait le centre de la galaxie, si vous voulez, l'analogie avec le laser. Et ici, vous avez la corrotation et les ondes qui sont transmises et réfléchies. Et l'amplificateur, c'est celui de la corrotation. Donc vous pouvez avoir ce type d'amplificateur aussi, comme pour m égale 2. Et puis vous en avez un autre. Pour m égale 1, vous avez l'asymétrie elle-même, qui est le décentrement, qu'on n'avait pas tout à l'heure en m égale 2, puisque la galaxie était tout à fait symétrique. Là, vous avez ce décentrement qui est un décentrement à longue portée. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut montrer qu'on a aussi un mécanisme de réflexion des ondes entre le centre et le bord, et qu'on a aussi une cavité résonante, et qu'on peut amplifier cette onde m égale 1. Donc, il est possible d'avoir ce genre de perturbation qui va s'amplifier. Alors maintenant, on a vu un petit peu le mécanisme. On va voir si c'est vérifié dans la réalité, donc des observations. On va voir que tout à l'heure, Santiago Garcia-Murillo va nous en donner beaucoup d'exemples. Je vous en donne un déjà ici. On a mesuré, par exemple, sur beaucoup de galaxies, on peut faire le calcul, on a une image en infrarouge qui représente les vieilles étoiles, donc essentiellement le potentiel gravitationnel.
Et donc ici, on a une barre qui est symbolisée par la droite ici, et on peut calculer le couple, les forces tangentielles dues à cette barre. Puisqu'on a le puits de potentiel, on a les forces, et on a vu que tout dépendait des cadrans. Il y avait un cadran où la force était négative, qu'on a mis en positif le bleu et en négatif le vert ici. Tout ça est négatif, tout ça est positif. Donc on a 4 cadrans et on a des forces négatives et positives dans chacun de ces 4. Alors évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, si le gaz était symétrique, tous ces couples s'annuleraient. Et l'essentiel, c'est que le gaz est préférentiellement dans un cadran plutôt que l'autre, parce qu'il est dans un bras plutôt que l'autre. Et c'est en comparant la position du gaz et le couple en question qu'on sait quel va être le couple gagnant. Alors par exemple, dans cette galaxie, en fonction du rayon, on a bien vu qu'il y avait un couple négatif jusqu'à la corotation et un couple positif après. Donc c'est vraiment l'asymétrie est telle qu'on va précipiter tout le gaz à partir de la corotation jusqu'au centre, dû à cette barre. Et l'amplitude que l'on voit est très grande, c'est-à-dire qu'il suffit de 2 ou 3 rotations pour que tout le gaz soit vers le centre. Donc c'est un mécanisme très efficace. On peut le vérifier avec l'ordre de grandeur sur des galaxies observées. Et aussi sur des simulations, comme par exemple celle-ci, où vous avez une grande barre et une petite barre, la barre secondaire. Cette fois, c'est une simulation à haute résolution. On a pu résoudre la petite barre, qui est toute petite, et on le voit en gaz et en étoile. Et on a pu mesurer à quelle vitesse ce gaz rentrait à l'intérieur de certains rayons. Par exemple, en rouge, c'est tout le gaz qui rentre à l'intérieur de 200 parsecs. Alors voici tout le gaz qui rentre, et il rentre sur des échelles de temps de 1 milliard d'années, ce qui est très long. Mais celui qui rentre dans 20 parsecs, vous voyez qu'il rentre sur des échelles de temps de 100 millions d'années, 100 millions d'années ici. Donc on s'approche vers les échelles de temps nécessaires pour alimenter le trou noir. Donc si on est très proche et si on a une petite barre qui s'approche du trou noir, on va y arriver. Donc il faut vraiment une cascade de perturbations pour arriver à alimenter ce trou noir. Voici aussi une autre simulation qui a été faite pour représenter une galaxie bien particulière, donc avec les mêmes paramètres. Vous avez en étoile une grande barre, une petite barre perpendiculaire, et ce qu'on voit sur le gaz, à 3 époques différentes, et puis avec un zoom ici, comment le gaz d'abord s'accumule sur l'anneau, qu'on a vu aussi dans la petite animation. Il s'accumule longtemps sur cet anneau, et puis ensuite, la petite barre va prendre le relais, et vous voyez qu'on va dépeupler cet anneau pour ensuite peupler l'anneau du centre, qui va être la barre nucléaire. Donc on voit qu'une barre prend le relais de l'autre et va accumuler progressivement avec un temps plus rapide. Quand on regarde les ondes qui se développent en fonction du rayon, on voit qu'il y a bien 2 ondes avec 2 intensités différentes, c'est-à-dire une barre nucléaire qui tourne beaucoup plus vite que la barre primaire qui tourne plus lentement. Donc tout ce découplage de deuxième barre prouve bien qu'on peut passer la barrière de l'anneau et avoir une alimentation du centre. Alors pour m égale 1, ça a été aussi simulé, cette instabilité à un bras, notamment pour notre galaxie proche voisine, Andromède, qui, on le sait, au centre des galaxies, un trou noir qui est 30 fois plus grand que celui de la Voie lactée, qui est après 10 puissance 7, 8 10 puissance 7 ou 10 puissance 8. Et quand on regarde les étoiles, en bande rouge, ici, on voit qu'il y a un décentrement. Le centre est ici, on voit un pic de luminosité. Et quand on regarde les vitesses, on a une rotation. Ce qui est rouge s'éloigne de nous et ce qui est bleu vient vers nous. Donc on a une petite rotation. Et ce qu'on voit dans la dispersion de vitesse, c'est que la dispersion de vitesse n'est pas centrée, elle est ici. La dispersion de vitesse, c'est certainement le trou noir, vu que vous avez de très grandes vitesses près du trou noir, donc un pic ici. Donc le trou noir est ici et les étoiles sont de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment le décentrement global. Pourquoi les étoiles ne sont pas là où est le trou noir, là où il y a le puits de potentiel? Et en fait, c'est dû à cette onde m égale 1 qui tourne autour. Et on a pu faire le calcul, en effet, montrer qu'il y avait une onde. Le trou noir étant ici, vous avez une onde d'étoiles. Donc tout ce qui est brillant, ce sont les étoiles. C'est très peu massif par rapport au trou noir, mais c'est quand même ce que l'on voit. Le trou noir, on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on a vu cette onde dans les simulations durer à peu près 3000 rotations. C'est-à-dire qu'on a bien le mécanisme d'amplification qui marche et on a assez de temps pour que le gaz, lorsque le gaz va arriver, il va être précipité vers le centre par les couples qui seront exercés. Là, on a maintenant des simulations encore plus, avec beaucoup plus de résolution et surtout des simulations qui sont avec plusieurs zooms. C'est-à-dire qu'on fait une simulation à grande échelle,
qui prend toute la galaxie, qui peut montrer que le gaz s'accumule jusqu'à 100 parsecs. Et ensuite, il faut refaire une simulation en partant des conditions initiales qui sont les conditions finales de l'autre simulation. Et en faisant des zooms successifs, on va pouvoir justement gagner en échelle et voir ce qui se passe près du trou noir. Vous avez une telle simulation ici par Hopkins et al., où vous voyez certaines époques, vues de face et vues de profil, et vous voyez que lorsqu'on s'approche près du trou noir, ici vous avez une échelle d'1 parsec, donc ça s'approche vraiment, vous êtes sous l'influence gravitationnelle du trou noir, et vous avez des spirales m égale 1, un seul bras, parce qu'on est influencé par le potentiel keplérien. Donc on a des orbites décentrées avec le trou noir comme foyer de l'orbite. Et donc vous voyez que ce m égale 1 est un petit peu partout. Donc c'est bien la barre qui a commencé, et puis ensuite le m égale 1, et puis toute une cascade d'ondes. Et puis en fin de compte, vous avez aussi la friction dynamique, parce que lorsque vous avez un nuage moléculaire assez gros, il va perdre un peu d'énergie en tournant dans un nuage d'étoiles. Donc l'ensemble permet de montrer pourquoi vous avez une alimentation du trou noir. Alors ici, évidemment, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Vous avez une équation d'état du gaz. Vous êtes obligé de prendre en compte la formation d'étoiles, parce que lorsque vous rassemblez beaucoup de gaz dans un certain volume, il va s'effondrer et former des étoiles. Ces étoiles vont avoir un phénomène de feedback, par des supernovae qui vont repousser. Donc tout ça doit être pris en compte. En fait, c'est à une échelle encore plus petite que la résolution. Donc on est obligé de prendre en compte par une façon un petit peu globale, par une équation d'état, soit isotherme ou adiabatique, et puis surtout une vitesse du son équivalente. Alors pourquoi on peut la choisir comme on veut? C'est que le gaz, il n'est pas homogène. À ce moment-là, on aurait une vitesse du son qui dépendrait que de la température et de la densité. Ici, on a des nuages de gaz qui sont en train de fragmenter et qui ont des petits nuages. Et la dispersion de vitesse, c'est ça la vitesse du son ici, c'est la dispersion de vitesse entre les petits nuages en fait. Donc vous pouvez avoir plus ou moins de fragmentation. Ici, vous avez une vitesse du son qui est de 8, 14, 20, 30, etc. Et vous voyez que lorsque on a de chauffage, plus de formation d'étoiles, et une vitesse du son plus grande, vous avez un tore autour du trou noir qui est de plus en plus gros. Donc ça peut être fin, ça peut être gros. On ne sait pas quelle est la bonne version, hein. Tout est possible ici, on a beaucoup de paramètres libres. On va essayer de comparer avec les observations de certaines des simulations. Ici, vous avez aussi une autre simulation, cette fois à beaucoup plus petite échelle. Vous avez le 2 parsecs ici, 4 parsecs. Une vue du disque qu'on a supposé symétriser, vue de face, XY, et vue de profil, XZ. Vous voyez qu'on a un petit disque assez épais, assez dense et épais, en rouge ici. La couleur, c'est la densité, donc vous avez un disque épais, et puis vous avez un espèce de tore assez chaud autour. Donc vous avez plusieurs phases, et tout ceci devient beaucoup plus complexe. En fait, plus on a de résolution, et plus cela devient complexe. Surtout qu'il faut parfois rajouter aussi la chimie, c'est-à-dire la formation des molécules. Vous avez la formation de la principale molécule d'hydrogène, qui est hydrogène H2 moléculaire. Et cet hydrogène moléculaire est un refroidissant du gaz, donc c'est très important pour la dynamique. On peut avoir H2, on peut avoir aussi des métaux comme le carbone, l'azote, l'oxygène. Alors tout ceci sont des paramètres supplémentaires. Et vous voyez que le disque ici, à quelques parsecs, semble être à peu près spiral et très turbulent. Et lorsque vous le regardez de profil, vous voyez comme un tore assez développé, et puis vers le centre, quelque chose de très 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 mince, lorsque vous êtes sous l'influence du trou noir ici. Alors, quelle est l'équation d'état de ce gaz? Beaucoup d'équations d'état sont possibles. Vous avez ici l'efficacité la dispersion de vitesse, ou bien la vitesse du son, si vous voulez, et puis la densité. Donc, vous pouvez choisir ce fameux Q, qui est une façon de représenter notre ignorance dans un seul paramètre, si vous voulez, et qui est l'équation d'état, equation of state. Alors ici, on a supposé que c'était adiabatique, c'est-à-dire tellement chaud qu'il ne pouvait pas se refroidir beaucoup, donc il ne perdait pas beaucoup de chaleur, et puis progressivement, plus ou moins isotherme. Isotherme, ça veut dire qu'il reste toujours à la même température et qu'il est très efficace à rayonner. Et on a représenté quelques galaxies qui sont représentées par des ronds, ici, des flambées de formation d'étoiles, de starbursts. Et on voit que tous les cas possibles sont représentés dans la nature. Donc, plus vous avez de formation d'étoiles, plus vous êtes adiabatique en quelque sorte. Donc, l'équation d'état va varier d'une galaxie à l'autre, d'où la complexité des simulations numériques.
Alors ces simulations numériques nous montrent quand même que le taux d'accrétion du gaz sur le trou noir est très important. Alors ici, vous avez en fonction du temps, qui cette fois est en milliards d'années, tout le gaz qui rentre à l'intérieur de 300 parsecs. Donc c'est la première simulation à grande échelle, avec une barre à grande échelle. Et puis ici, c'était une interaction entre galaxies. Donc vous voyez que lorsqu'il y a une coalescence entre les deux noyaux de galaxies en interaction, vous avez une bouffée de gaz qui arrive sur le trou noir. Mais lorsqu'on fait une première resimulation, c'est-à-dire un zoom avec une plus grande échelle, ici inférieur à 10 parsecs, vous voyez que ce pic-là, le petit carré devient ce carré-là, il se décompose en plusieurs bouffées, en fait. On pensait qu'il n'y avait qu'une seule bouffée, c'est parce qu'on était à grande échelle. En fait, on a un certain nombre de bouffées, c'est-à-dire que le trou noir est alimenté de façon intermittente. Et puis, lorsque vous faites un zoom sur ce petit carré-là, encore à plus petite échelle, inférieure à 1 parsec, vous avez encore quelques bouffées. Donc, ce sont des accrétions très épisodiques et un petit peu self-similaires. On a, pendant au moins 100 millions d'années, vous avez un trou noir actif, mais actif avec plusieurs périodes d'intermittence. Alors, même chose lorsqu'on a un cas isolé avec une barre, on a aussi des accrétions un peu intermittentes à plusieurs échelles de temps. Alors, est-ce que dans les galaxies barrées que l'on a observées, on a observé des dizaines maintenant, quand est-ce qu'on peut dire que le trou noir est alimenté? Eh bien, à grande échelle, c'est assez rare. En fait, il y a à peu près un tiers de galaxies, je ne passe pas dans tous les détails, que peut-être Santiago va déterminer tout à l'heure, mais on ne détermine l'alimentation du trou noir que dans un tiers des cas. C'est-à-dire que le couple devient négatif que dans un tiers des cas. La plupart du temps, il n'est pas alimenté et au contraire, le gaz est parti vers l'extérieur. Donc ça montre que vraiment les périodes d'alimentation sont très courtes et ne durent que peut-être 10 millions d'années, dans les galaxies barrées en tout cas. Et que fait-il la plupart du temps? En fait, ce gaz, lorsqu'il s'est précipité vers le centre, eh bien, il va former des étoiles. Vous voyez ici le cas particulier du nom d'une galaxie barrée, une onde barrée, et vous avez un de ces petits anneaux où le gaz s'accumule à la résonance de Lindblad. Et lorsque vous faites un zoom là-dessus, vous voyez en effet que l'anneau, comme le précédent qu'on avait vu, est très bleu, forme beaucoup d'étoiles. Et donc, ça, c'est du gaz qui ne va pas sur le trou noir et qui va devoir attendre que toutes les étoiles soient formées pour ensuite tomber et former une petite barre nucléaire. Donc, il y a une séquence en fait entre flambée de formation d'étoiles et puis alimentation de noyaux. On voit ça sur beaucoup de galaxies barrées où on a ces anneaux de formation d'étoiles avec du CO. Et on a pu même voir une corrélation entre activité des AGN. Alors ici, on a un traceur qui est la luminosité à 25 microns de longueur d'onde dans le infrarouge moyen, disons. Et on a un indicateur de formation d'étoiles qui est l'émission de ces pH, de ces grosses molécules qui sont formées de carbone, un cycle benzénique, etc. Et cette émission, on la voit dans chaque galaxie et elle est de plus en plus forte s'il y a une flambée de formation d'étoiles. Vous voyez ici formation d'étoiles envers émission de l'AGN. On a une corrélation, c'est-à-dire que plus vous allez former des étoiles, plus vous allez faire arriver du gaz vers le centre et on aura quand même en fin de compte une activité du noyau, même si la corrélation n'est pas vraiment très étroite, il y a beaucoup de dispersion. Mais on a pu voir, et ça c'est intéressant, un délai entre l'âge du starburst, lorsqu'on peut voir l'âge des étoiles, donc avec le spectre de ces étoiles, on voit que si le starburst est très jeune, l'activité de l'AGN est nulle. Donc ce qui se forme d'abord, ce sont les étoiles, et puis ensuite, au bout de quelque chose comme 50 à 100 millions d'années, l'AGN se déclare. Donc on a vraiment la succession des effets, et on peut voir que le délai est de l'ordre de 50 millions d'années. Alors on a dit que les interactions de galaxies avaient aussi un rôle dans cette alimentation du trou noir. Alors pourquoi? Bien simplement, lorsqu'on vous avez un compagnon, vous avez une perturbation 1 égale 2 qui va créer des barres. Donc comme on a déjà expliqué le mécanisme de la barre, c'est exactement le même mécanisme. Vous voyez d'ailleurs une petite interaction de galaxies dans cette animation. Vous voyez qu'on forme une barre dans une galaxie qui n'en avait pas. En fait, pourquoi? Lorsque vous regardez les forces de marée, ici on a symbolisé un compagnon, une galaxie cible. Les forces en bleu sont les forces directes de gravité. Évidemment, comme elles sont en 1 sur R2, la partie du compagnon qui est proche va avoir une grande force de gravité, ici sera moindre, et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est les forces dans le référentiel de la galaxie.
en fait, la galaxie va tourner autour du compagnon. Donc il va y avoir une force centrifuge qui va être exactement égale à la force d'attraction ici. Donc vous allez soustraire cette force ici. Donc vous allez avoir 0 en m pour justifier que vous êtes dans le référentiel de la galaxie. Et si vous soustrayez ça ici, vous avez une force qui va de l'autre côté. Et ici, cette force en rouge. Donc ce que la galaxie sent, ce sont les forces en rouge. D'où les forces de marée, ce sont celles-ci, c'est la différentielle de la force de gravitation. Donc les forces de marée, ce que vous voyez, c'est que ça déchire la galaxie, ça la déchire, et ça vous forme ces deux bras de marée que vous avez ici. Vous voyez les deux bras, etc. Vous avez un exemple ici de formation de marée. Donc que fait les interactions de galaxies? Ça forme une barre, et tous les couples de torsion qu'on a calculés avec une barre s'appliquent. Donc on a ce phénomène-là, et c'est pourquoi les interactions de galaxies vont former des barres beaucoup plus fortes qu'une barre, disons, ordinaire, et vont alimenter le trou noir. Vous avez aussi d'autres perturbations qui sont possibles. Par exemple, si la galaxie rentre dans un amas de galaxies, alors ici vous avez un amas de galaxies qui est un ensemble de gaz chauds, et le gaz chaud va comprimer le gaz. Donc va comprimer, vous avez à la fois, ici vous avez une simulation de cette compression, vous avez compression, formation d'étoiles, donc nouvelles étoiles, et puis aussi vous allez faire venir du gaz vers le centre. Donc il est possible que les galaxies, en rentrant dans les amas, soient aussi une occasion d'alimenter le trou noir. Donc vous avez plusieurs, et ça a été aussi simulé. Donc ces galaxies ultralumineuses, il y a aussi un autre aspect, c'est que vous allez pouvoir former des amas d'étoiles assez volumineux. Par exemple, les amas globulaires, on sait que les amas globulaires sont des amas d'étoiles très compacts qui comprennent 100 000 à 1 million d'étoiles. Comment ils se forment? On pense qu'ils sont formés dans les fusions entre galaxies, justement. Pourquoi? Parce que ces fusions de galaxies font arriver beaucoup de gaz vers le centre et qu'on a beaucoup de dispersion, enfin on a une densité de surface de gaz très grande en très peu de temps. L'essentiel pour former une flambée de formation d'étoiles, c'est ça, c'est accumuler le gaz en une très courte durée de temps pour empêcher que les supernovae explosent et rejettent le gaz. Donc si vous êtes très rapide, vous allez avoir énormément de formation d'étoiles et la formation d'amas stellaires très grands. Vous voyez par exemple ici les antennes, qui est une galaxie en interaction, deux galaxies en interaction, et on voit qu'il y a d'énormes amas d'étoiles qui se forment, et on pense qu'en vieillissant, ils vont devenir amas globulaires. Donc les amas globulaires de notre Voie lactée, par exemple, ont été formés certainement dans une fusion de ce genre-là. Et alors l'intéressant pour les noyaux actifs, c'est qu'au centre des galaxies, il peut y avoir des forces de marée compressives, contrairement aux forces de marée qui détruisent une galaxie. Au centre, les forces deviennent compressives. On peut le montrer si la densité a une loi de puissance qui est en R-A. Il suffit que A soit inférieur à 1, positif et inférieur à 1. À ce moment-là, on peut montrer que la dérivée des forces de gravité va comme ceci en fonction du rayon. Et donc, vous avez une force compressive. Donc, dans ces interactions de galaxies, vous pouvez avoir tout le gaz qui arrive vers le centre et forme un noyau d'étoiles. Donc il y a souvent un noyau stellaire, comme dans notre propre galaxie aussi. On a un petit trou noir, mais aussi on a un amas d'étoiles très dense au centre de la galaxie, qui sans doute a été formé de cette façon-là. Donc qui va un petit peu, parfois dans certaines galaxies naines, va nous empêcher de voir le trou noir, parce que c'est quand même une masse qui est importante. Et si on regarde les effets gravitationnels, on va confondre l'effet de l'anneau nucléaire, enfin de l'amas d'étoiles nucléaires et du trou noir. Alors finalement, il y a certaines galaxies actives qui ont tellement de gaz vers le centre, dû à ces forces de compression de marée, que la dispersion de vitesse se trouve être plus petite qu'au bord. Alors ça, c'est un peu paradoxal, et c'était une surprise quand on l'a vu. C'est-à-dire que lorsqu'on s'approche du centre, on s'attendrait à avoir une dispersion de vitesse qui monte énormément à cause du trou noir. Alors c'est vrai si on est vraiment à 1 parsec, mais si on est à 1 kiloparsec, on commence par voir un défaut de dispersion de vitesse, comme vous voyez ici. Pourquoi? Parce qu'on a accumulé beaucoup de gaz, et le gaz est très froid, il dissipe beaucoup d'énergie, et toutes les étoiles qui se forment dans le gaz froid ont une très faible dispersion de vitesse. Donc on commence à avoir un trou de dispersion dû à cet effet de gaz et de formation d'un amas d'étoiles nucléaires. Donc là, il y a des effets paradoxaux qui nous montrent que le gaz alimente le trou noir. Ici, c'est la conséquence de cet effet. Vous voyez ici, en fonction du rayon, la dispersion de vitesse d'un certain nombre de galaxies de Seyfert, qui sont des galaxies actives, avec un noyau alimenté.
Et on voit que la dispersion de vitesse à 1 kPa, elle est inférieure à la dispersion de vitesse de galaxies non actives, donc qui n'ont pas cet apport de gaz. On voit bien que la densité de gaz H2 elle est très forte dans les galaxies actives, qui sont en rouge, et pas beaucoup dans les galaxies non actives. Donc on a une preuve de cette accumulation de gaz. Lorsqu'on va alimenter le noyau, on commence par avoir une grande quantité de gaz qui va vers le centre. Alors finalement, il y a un petit point dont je n'ai pas parlé, que je vais traiter ici brièvement. Pourrait-on alimenter le trou noir avec des étoiles? J'ai beaucoup parlé de gaz et des étoiles. Est-ce qu'on peut aussi manger les étoiles? C'est vrai, on peut, mais si je n'en ai pas parlé, c'est que c'est un moyen très faible d'alimenter. C'est-à-dire que c'est à peu près négligeable. On pense que les trous noirs au centre des galaxies sont surtout alimentés par le gaz et puis aussi par la fusion de trous noirs. Mais les étoiles, c'est un moyen d'alimenter qui est assez faible. Par exemple, pour la Voie lactée, on pense qu'il y a une étoile qui va tomber tous les 10 000 ans. Et on est intéressé à les voir, ces éléments. Voici par exemple une simulation. Lorsqu'une étoile arrive très près du trou noir et est défaite par les interactions de marée, vous avez une queue de marée donc, qui vient de l'enveloppe de l'étoile. Et puis l'étoile est tout d'un coup complètement déchiquetée, donc elle est réduite en gaz, si vous voulez, et ensuite le gaz est avalé par le trou noir. Alors c'est très intéressant parce que le gaz très proche du trou noir va nous renseigner, est-ce que le trou noir est un trou noir de Kerr qui tourne, par exemple. Tout ce qu'on va observer dans ces événements sont très intéressants. Alors évidemment, on ne va pas attendre 10 000 ans, on va juste observer 10 000 galaxies et on aura une chaque année. Aujourd'hui, c'est très possible puisqu'on observe des millions de galaxies. Donc beaucoup de gens ont regardé dans les surveys de galaxies et on en a vu. Par exemple, on en a un événement en 2014 qui a été vu. On les appelle TDE pour Tidal Disruption Event, événement de destruction par effet de marée des étoiles. Alors ce n'est pas un survey qui avait été fait c'est un survey qui est fait pour regarder des supernovas. Mais un des produits de ce survey a été de regarder cet événement. Donc vous voyez, en fonction du temps, vous avez 200 jours ici. Et on a vu une décroissance de toutes les magnitudes. Ici, c'est U, B, V, des couleurs et en infrarouge, en X, etc. Qui décroissaient avec une loi de puissance dans le temps, qui est exactement celle qui est prédite par la théorie. Donc on pense que cet événement est vraiment un événement d'avalement d'une étoile par le trou noir qui a donné beaucoup d'énergie, et cette énergie décroît en fonction du temps avec cette loi-là. Donc il est possible en effet d'alimenter par les étoiles, mais c'est trop petit et les trous noirs croissent surtout avec le gaz. Donc j'en finirai ici en faisant un petit sommaire de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc là, comment est alimenté le trou noir? Donc on pense qu'il s'agit de perturbations qui sont dues à des barres, d'abord des barres primaires, qui font venir le gaz de 10 kPa à 100 parsec, peut-être en des anneaux. Et ensuite, il y a un découplage à une autre barre. Et puis, à l'intérieur de la barre, peut-être un M=1 lorsqu'on est près du trou noir. Donc, c'est cette cascade de perturbations qui crée des couples appropriés qui vont peu à peu prendre le relais et faire arriver le gaz près du trou noir, où là, il va être complètement avalé. Donc ça, c'est maintenant quelque chose qui commence à être construit. À l'échelle de 1 à 10 parsec, on a aussi des effets de turbulence. Et là, ça commence à être encore plus compliqué. Et là, ce n'est pas très, très bien compris. On a aussi de la friction dynamique, on a des disques épais, on a du gaz, du M=1. Et puis surtout, il faut attendre qu'on ait des formations d'étoiles et du feedback dû aux supernovae. Donc ça, c'est assez complexe. Et ces échelles-là sont encore à comprendre. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas du tout d'alignement entre les petites et les grandes échelles. Et il est trompeur de dire que tous les trous noirs actifs sont associés à des barres, par exemple des barres primaires, parce qu'on voit la barre à grande échelle et le trou noir, c'est la toute petite échelle. Et parfois, c'est complètement découplé. Donc c'est pour ça qu'on a eu du mal à progresser dans ce domaine. Donc je terminerai là. Merci beaucoup.